Bonjour et bonsoir chers internautes, dépendamment de l'heure. Bonjour aussi chers internes, bonjour nos chers externes. N'oubliez pas à la Sainte Trinité, à l'hôpital de la Sainte Trinité, nous avons les internes de l'université, pardon, les internes de l'université Kiskeya et nous avons aussi des externes qui sont avec nous pour ce mois. Donc, je vous salue tous. Et aujourd'hui, je dois avouer que ça fait longtemps et on ne s'est pas rencontré sur le web, sur la toile. Et je devrais quand même réfléchir pour voir ce qu'on doit apporter pour vous. Et comme on l'avait dit, la Trinité Tube Channel, c'est conçu pour vous, mais aussi pour le grand public. Mais aujourd'hui, je m'adresse encore une fois aux internes et je m'adresse aussi aux externes. Et dans un cours assez important, n'oubliez pas, on est en train de traiter les urgences en urologie. Et on va parler aujourd'hui de la rétention aiguë d'urine, plus précisément de la prise en charge de la rétention aiguë d'urine. N'oubliez pas, dès le début, on avait dit que les cours d'urgence sont traités et on va mettre l'accent surtout sur les prises en charge et non sur toute la littérature médicale ou médico-chirurgicale concernant tel ou tel cours d'urgence. Donc, c'est surtout des prises en charge pour les internes qui seront en service social l'année prochaine, ou bien les anciens internes, ou bien pour les externes qui sont en sémiologie, qui doivent apprendre aussi certaines choses, bien que vous n'allez pas pratiquer, mais vous allez observer et apprendre. Maintenant, quel est le plan qu'on va suivre aujourd'hui pour la prise en charge et de la rétention aiguë d'urine? Et premièrement, on va parler de la définition de la rétention aiguë d'urine. Donc, c'est quoi une rétention aiguë d'urine et des éléments de diagnostic différentiels à apporter quand il s'agit d'une rétention aiguë d'urine et des différents types de prise en charge. Donc, n'oubliez pas, messieurs et dames, 1. La définition de la rétention aiguë d'urine, le diagnostic différentiel de la rétention aiguë d'urine, c'est-à-dire il y a des choses qui ressemblent avec une rétention aiguë d'urine et la prise en charge proprement dite. Donc, on ne va pas entrer dans toute la littérature, mais on va rester dans la prise en charge. On va rester aussi de la prise en charge de la RAU, la rétention aiguë d'urine, quand par exemple vous serez en province, soit à Toukoukou, ou bien à Bombardopolis, ou bien à Savane Zombie. Là, vous serez seul. Dans votre trousse d'urgence, il doit y avoir certains éléments, certains équipements pour pouvoir faire face à ces éventuelles urgences. Primo, c'est quoi la rétention aiguë d'urine? Pour le grand public, là, rétention aiguë d'urine, ça veut dire qu'il y a un monde qui n'a pas pipi. Quand il met grosseur, il n'a pas pipi et il pipi pas sorti, l'après l'amoué. C'est là où il dit qu'il n'a pas pipi. Donc, c'est une rétention d'urine. Par définition, donc, chers internes, chers externes, donc, la rétention aiguë d'urine, c'est une absence d'émission d'urine, certes, par l'urètre. C'est une définition assez courte qu'il faut avoir en tête, c'est l'absence d'émission d'urine par l'urètre. Mais pour faire le diagnostic différentiel, il faut ajouter un autre élément à cette définition. Il faut ajouter que certes, c'est une absence d'émission d'urine par l'urètre avec un volumineux globe vésical douloureux qui l'accompagne. Dans cette définition, vous avez déjà la clinique aussi, mais vous avez aussi le diagnostic différentiel. L'élément de diagnostic différentiel important avec la rétention aiguë d'urine et qu'on rencontre souvent, surtout dans des services, dans des hôpitaux où il y a la médecine interne et l'urologie associée, c'est l'anurie ou bien l'oligoanurie. L'anurie, c'est que, certes,
il n'y a pas d'émission d'urine, il y a l'absence d'émission d'urine, la personne ne pisse pas, hein, l'urine ne s'écoule pas, mais il n'y a pas de globe. Donc là, ce n'est pas un problème obstructif. Okay? Le problème se trouve au niveau des reins qui n'arrivent pas à produire l'urine, soit n'arrivent pas à produire l'urine totalement, ou bien n'arrivent pas à produire l'urine en quantité suffisante pour être éliminé, pour avoir un globe, pour avoir une contraction vésicale, pour que cette urine-là, ces urines-là soient éliminées par l'urètre. Donc, la rétention, vous avez l'émission d'urine, l'absence d'émission d'urine, et vous avez un globe volumineux qui vous dit que ça, c'est un problème obstructif, c'est que l'urine ne peut pas sortir, il y a quelque chose qui empêche l'urine de sortir, donc ça, c'est la rétention aiguë, et l'anurie, donc ça, c'est un problème de néphrologie, là, c'est l'usine, à savoir les reins, qui n'arrivent pas à produire l'urine. Okay? Quand on parle d'anurie, on voit déjà ce problème de néphrologie, c'est le néphrologue qui doit agir, donc c'est quelqu'un qui est en insuffisance rénale. Mais quand on a la rétention aiguë d'urine, cette personne a un problème obstructif au niveau du bas appareil urinaire ou bien un autre problème, l'urine ne peut pas sortir. Donc ça, c'est un problème urologique. Le patient doit faire appel à son urologue. Certes, quand vous avez le globe vésical, vous pouvez dire aussi que le patient est en insuffisance rénale, mais c'est une insuffisance rénale post-rénale. C'est-à-dire que le problème ne se trouve pas au niveau des reins, mais après le rein, soit au niveau des conduits et sortant des reins, des uretères, ou bien la vessie, ou bien l'urètre, ou bien le col vésical. Maintenant, est-ce qu'on a différents types de rétention? Oui, vous avez la rétention aiguë d'urine en mode d'urgence. Là, on parle d'une rétention si on veut rentrer un petit peu, j'ai bien dit un petit peu dans la physiopatho, dans le mécanisme. Vous avez une rétention avec une vessie qui est compensée. Qui est compensée, c'est-à-dire une vessie myocardique, une vessie qui lutte pour pouvoir chasser l'obstacle. Là, vous allez avoir des douleurs vraiment atroces et un hypogasthe, c'est-à-dire le bas-ventre qui est volumineux. Donc, vous avez le globe vésical douloureux traduisant votre rétention aiguë d'urine. Mais vous pouvez avoir aussi une rétention chronique d'urine. Ça, c'est avec le temps. Vous savez aussi bien que moi que nos citoyens, nos concitoyens, et des fois, ils ne vont pas à l'hôpital, ils vont chez le Rougan ou bien chez autres personnes, je ne peux pas citer les noms, et des fois, ce sont des escrocs, on doit l'avouer, et ils ne disent pas toute la vérité. Donc, je pense qu'il y a des gens aussi qui gardent ces patients chez eux. Là, vous allez avoir une vessie décompensée parce qu'après 2-3 jours de douleur, de rétention, la vessie ne pourra plus lutter. Donc, vous êtes maintenant en rétention chronique. Le plus souvent, vous allez avoir des patients en rétention chronique. Vous avez un volumineux globe vésical, mais le plus souvent qui n'est pas douloureux, et ce qu'on appelle des fois une miction par regorgement vésical. OK. Et je reprends un petit peu avant de continuer. La rétention, vous avez un défaut d'émission d'urine par l'urètre et vous avez un globe vésical douloureux qui l'accompagne. Et à distinguer d'une anurie, l'anurie, vous n'avez pas d'urine vraiment et qui passe, mais c'est un problème de production au niveau de l'usine, au niveau des reins. On a dit que vous pouvez avoir un globe vésical qui est douloureux, ça c'est la traduction de la rétention aiguë d'urine. Vous pouvez avoir un globe vésical non douloureux qui est la traduction de la rétention chronique d'urine. Les causes de la rétention, même si on ne va pas rentrer dans les détails complets, mais sachez que les causes, c'est dépendamment de l'âge. Si vous avez un patient de la puberté, de jeune, et vous pouvez penser aussi à des problèmes lithiasiques, un calcul enclavé dans le col vésical qui obstrue cette vessie, qui obstrue le col, et ça peut vous donner une rétention aiguë d'urine. Si vous avez un enfant en bas âge,
jeunes enfants de 6 ans, 5 ans, de nourrissons s'il le faut des fois, qui a une rétention qui était aiguë, qui se transforme en mode chronique, ça a évolué vers la chronicité, et le pédiatre ne peut rien voir, donc il y a des épisodes d'infection urinaire chronique. Il faut penser à d'autres choses, par exemple le phimosis séré en tête d'épingle des fois, qui est une cause de rétention très fréquente chez les jeunes enfants. Donc il faut regarder que le phimosis, vous avez le défaut de décalotage du gland. Donc le méa prépucial est sténosé et sclérosé des fois. Donc c'est un phimosis en tête d'épingle. Donc c'est aussi une cause de rétention et une cause d'infection urinaire à répétition chez les enfants. Donc il faut éliminer cette cause. Il faut rechercher cette cause aussi. Mais il y a un autre, c'est un syndrome de valve. C'est le syndrome de valve de l'urètre postérieur. Donc c'est une pathologie à traiter à part. Et le syndrome de valve de l'urètre postérieur, c'est une pathologie congénitale, donc qui peut vous donner aussi une rétention aiguë d'urine et une rétention chronique d'urine avec des problèmes au niveau des reins et des conséquences assez graves comme ça. Maintenant, si on avance toujours en âge, par exemple un adulte peut toujours avoir une cause lithiasique de rétention par calcul enclavé dans l'urètre, par calcul enclavé dans le col vésical. Et maintenant, si on avance en âge supérieur à 50 ans, vous avez des problèmes prostatiques, soit le CA de la prostate, le cancer de la prostate peut vous donner une rétention aiguë d'urine, l'hyperplasie bénigne de la prostate peut vous donner une rétention aiguë d'urine, et donc, lorsque vous avancez en âge, une prostatite aiguë, qui est aussi, ça fait partie de nos cours d'urgence, on aura traité sur la Trinité Tube Channel, la prostatite aiguë fait partie aussi de la rétention et fait partie aussi des causes de la rétention aiguë d'urine. Donc, et ce sont des causes essentielles. Et dans les deux sexes, on peut avoir des tumeurs. Par exemple, il y a les tumeurs les tumeurs vésicales en battant de cloche, comme les myxomes de l'oreillette, par exemple. Ces tumeurs fonctionnent comme les myxomes de l'oreillette. Donc, ces tumeurs peuvent vous donner une miction fractionnée et peuvent même obstruer le col. C'est surtout quand il s'agit de tumeurs pédiculées, hein, qui peuvent vous donner cette. Donc, c'était juste une petite parenthèse sur les causes, sans pouvoir rentrer dans les détails des causes. Il y a aussi des causes pharmacologiques de rétention aiguë d'urine, hein, et il ne faut pas oublier aussi, chers internes. Par exemple, un glaucomate peut vous donner une rétention aiguë d'urine à cause de ces médicaments. N'oubliez pas, le col vésical, il y a le sphincter lisse, il y a des récepteurs pour le sphincter lisse, et il y a aussi le sphincter strié qui est le sphincter externe, hein, qui est un sphincter volontaire. Donc, si vous avez des médicaments qui sont des antagonistes et de ces récepteurs-là, vous pouvez avoir aussi une rétention aiguë d'urine d'ordre pharmacologique. Maintenant, d'autres causes, comme par exemple certaines pathologies neurodégénératives, hein, peuvent vous donner une rétention aiguë d'urine. Par exemple, quand vous avez une atteinte nerveuse, certaines neuropathies, les neuropathies diabétiques, hein, vous pouvez avoir une rétention. Vous pouvez avoir une rétention aiguë d'urine quand vous avez des sections de moelle, des causes traumatiques, hein, que vous pouvez avoir aussi. Et c'est la rétention aiguë d'urine cause neurogène. Donc vous avez les neurovessies. Les neurovessies peuvent se comporter différemment. Vous voyez, donc, soit une dysynergie vésico-sphinctérienne, des problèmes de contraction et d'ouverture du col. Vous pouvez avoir ces rétentions des gens, quand ces personnes-là n'ont pas de cathéter, ils ne pissent pas trop bien. Donc, là, on ne va pas entrer dans ces détails urodynamiques, bien sûr, parce que ça concerne surtout l'urodynamie, mais on va entrer surtout maintenant dans les détails de prise en charge proprement dite de la rétention aiguë d'urine. Mais avant d'entrer dans les prises en charge, j'ai bien dit, les prises en charge de la rétention aiguë d'urine, n'oubliez pas, vous êtes sur la Trinité Tube Channel, que c'est un channel de l'hôpital La Sainte Trinité, et pour la formation, pour l'information, pour la promotion aussi, et pourquoi pas, de la structure de soins appelée Hôpital La Sainte Trinité. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager. N'oubliez pas de liker, de partager et de cliquer sur la petite cloche pour les notifications et aussi de laisser les commentaires et on pourra répondre aux commentaires au fur et à mesure.
N'oubliez pas, ces cours sont disponibles, resteront disponibles sur la Trinité Tube Channel et pourront être consultés par nos internes, les externes et doivent servir pour vos évaluations en fin de mois et en fin de stage. On se voit et une petite pause maintenant pour commencer avec la prise en charge de la rétention aiguë durée. Il y a deux types de prise en charge de la rétention aiguë durée. Vous avez un patient qui arrive avec le globe vésical douloureux et qui n'urine pas depuis 24 heures, depuis je ne sais pas. Il faut évacuer la vessie de ce patient. Deux méthodes pour évacuer la vessie. Soit par la voie urétrale, soit par la voie vésicale. On va commencer par la voie urétrale d'abord, c'est-à-dire le cathétérisme urétral. Vous constatez, vous confirmez qu'il s'agit de rétention aiguë d'urine, vous allez cathétériser le patient par la voie urétrale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Comme équipement, il faut avoir votre paire de gants stérile, une paire de gants stérile. Il faut avoir votre cathéter. Je vous conseille par exemple, au-delà de 50 ans, de commencer avec un follet 18 à 20 et si c'est possible d'avoir un follet silicone qui est beaucoup plus rigide et s'il le faut aussi avec un follet béniqué qui est un petit peu recourbé, dans la pointe est recourbée pour pouvoir traverser le col vésical. Donc, c'est un conseil, ce serait mieux. Il faut avoir votre seringue 10 cc remplie d'eau stérile. Il ne faut pas cathétériser, il ne faut pas gonfler le ballonnet avec du NaCl ou bien avec de l'air. Avec de l'air, et vous allez avoir l'évaporation de l'air et le ballonnet sera ratatiné et le follet sortira. Avec le NaCl, il y a beaucoup d'ions là-dedans. Donc, il va y avoir les processus d'ionisation du ballonnet et de calcification du ballonnet à long terme. Donc, ce n'est pas intéressant. Lorsque vous allez enlever le ballonnet, il peut y avoir la formation de cailloux sur le ballonnet. Donc, c'est de l'eau distillée qu'il faut utiliser pour gonfler le ballonnet. Il faut avoir votre lubrifiant aussi, le lubrifiant hydrosoluble. Aujourd'hui, je vous explique la théorie, mais dans notre prochaine vidéo, nous allons vous expliquer la pratique. Vous allez voir la pratique, comment faire un cathétérisme. Maintenant, pour le cathétérisme urétral, il faut avoir votre carré de gaz aussi, stérile, et de la bétadine, de la solution iodée, pour faire l'asepsie. Il faut positionner le patient. Le patient doit être en position de, je ne veux pas dire gynécologique, mais on peut dire gynécologique, ou bien lithotomie, les genoux repliés, le patient en décubitus dorsal. Et après avoir fait l'asepsie, le pénis du patient, le pénis doit être au zénith. Le pénis du patient doit être au zénith. N'oubliez pas, au niveau de l'urètre pénien, au niveau de l'urètre, en soi, il y a plusieurs courbures. Donc, pour franchir ces courbures, il faut donner à l'urètre les différentes positions dont on va parler pour pouvoir entrer le cathéter. Donc, premièrement, il faut toujours avoir deux seringues. Une seringue remplie d'eau pour gonfler le ballonnet et une seringue remplie de gel de xylocaïne. Le xylocaïne, c'est de la lidocaïne. La lidocaïne à 2%. C'est un anesthésien local. Mais si vous n'avez pas ce gel de xylocaïne, vous pouvez faire votre gel de xylocaïne avec un mélange de 5 cc de lidocaïne liquide et vous pouvez mettre aussi 5 cc de gel dans la même seringue pour pouvoir mélanger et instiller l'urètre. C'est-à-dire, une fois que vous avez votre seringue de 10 cc, le mélange de gel et de lidocaïne, si vous n'avez pas le gel de xylocaïne, eh bien vous injectez, vous demandez à la personne de pousser comme s'il faisait pipi. Le patient pousse et puis vous injectez votre mélange de votre xylocaïne intra-urétrale. Pendant 2 à 3 minutes ou 5 minutes, il faut, si vous n'avez pas le clamps pénien, il y a un clamps, une sorte de clamps pénien pour clamper le pénis, eh bien vous pouvez utiliser les 2 premiers doigts comme anneau, comme clamps, pendant 5 minutes, juste pour l'imprégnation de l'anesthésie
à l'intérieur de l'urètre. Ce sera moins douloureux et plus confortable aussi pour le patient lorsque vous injectez le gel de xylocaïne à l'intérieur de l'urètre. Bien entendu, maintenant, votre pénis est au zénith. La deuxième chose, vous avez votre follet. Ici, c'est un follet 18, c'est un follet jaune, c'est un follet latex. Contrairement au follet silicone qui est blanc, qui est transparent. Le follet silicone est beaucoup plus recommandé parce que, en termes d'infection, ça protège contre les infections bactériennes, contrairement au follet latex. Maintenant, il y a une autre précaution, il faut toujours cathétériser avec un circuit fermé pour diminuer les risques de contamination. Un circuit fermé, c'est que, chers internes, vous enlevez l'étui et pas complètement du follet. Cette partie-là doit être accolée à un sac collecteur. Donc, il faut, après avoir enfilé votre gant stérile, maintenant, vous enroulez votre follet autour du doigt et maintenant, le sac collecteur doit être introduit dans le follet, connecté dans le follet. C'est ce qu'on appelle un cathétérisme en circuit fermé. OK? Maintenant, il faut encore lubrifier le follet malgré la lubrification préalable. Il faut lubrifier le follet. Une fois que c'est lubrifié, votre pénis était au zénith, vous introduisez votre cathéter par l'urètre. Une fois que le cathéter arrive dans l'angle pénioscotal, là vous allez franchir l'urètre bulbaire, c'est une courbure. Vous horizontalisez votre pénis. C'est la deuxième position. Vous horizontalisez votre pénis pour que le follet puisse traverser l'urètre bulbaire. Maintenant, une fois que le follet rentre par l'urètre bulbaire, il y aura un autre obstacle. C'est le col de la vessie. Une fois arrivé là, parce que maintenant c'est l'urètre postérieur, vous abaissez votre pénis. Une fois que le pénis est abaissé, maintenant le follet peut traverser le col facilement, c'est-à-dire le col vésical. Et il faut, l'autre précaution, introduire le follet complètement. Il faut introduire le follet complètement jusqu'à la fourchette. Jusqu'ici. Parce qu'un bon cathétérisme vous empêchera d'avoir des accidents, des traumatismes au niveau de l'urètre. C'est pour cela qu'il faut introduire complètement le follet dans la vessie. Parce qu'une fois que la pointe du follet arrive au niveau du col, comme ça, c'est sûr que vous pouvez avoir des gouttes d'urine qui passent dans le sac collecteur. Mais c'est mieux d'introduire complètement. Une fois que c'est fait, maintenant, avec l'autre dispositif, avec votre seringue remplie d'eau distillée, vous allez gonfler votre ballonnet et vous pouvez prescrire au patient une antiseptique urinaire et demander à la personne de revenir dans 15 jours pour changer le cathéter si le patient n'a pas eu les possibilités économiques de faire des paracliniques, de se bilanter et d'avoir des préparations adéquates pour subir une intervention dépendamment de la cause de sa rétention aiguë d'urine. Maintenant, ça, c'était le cathétérisme urétral. N'oubliez pas, il faut faire l'asepsie. Il faut positionner le follet, 1 au zénith, 2 horizontalisé et 3 abaissé. Au zénith, pour passer la courbure, l'urètre bulbaire, horizontalisé. Horizontalisé pour passer la courbure bulbaire, excusez-moi, et abaissé pour traverser le col de la vessie. Les matériels de choix, ce serait le silicone, mais le silicone est beaucoup plus rare que le latex. Et n'oubliez pas, le follet doit passer doucement et il faut rester sur la ligne médiane au zénith, sur la ligne médiane et sans aucun effort. Une fois que vous avez un obstacle, vous vous arrêtez pour ne pas bousiller l'urètre. Car, pour répéter les propos d'un urologue, d'un aîné, l'urètre chez les Noirs est beaucoup plus fragile et aussi chez les Juifs. Et dans un urètre, lorsqu'on y rentre, on y reste. Parce que la prise en charge des traumatismes urétraux, c'est quelque chose de chronique. Donc,
ce sont des prises en charge de long cours, donc il faut toujours éviter de rentrer au niveau de l'urètre. Maintenant, il y a les contre-indications absolues du cathétérisme urétral. Dans certains cas, il ne faut pas cathétériser. Par exemple, vous avez un patient qui a une prostatite aiguë. Une prostatite aiguë, il ne faut pas, excusez-moi, cathétériser cette personne par voie urétrale. C'est une contre-indication absolue. Deuxième contre-indication absolue, vous avez quelqu'un qui a un traumatisme urétral, soit secondaire à une chute en califourchon, ou bien un accident de la voie publique avec une prise en sandwich entre la personne et un mur, ou bien entre deux voitures, je ne sais pas, avec fracture des os du bassin, étirement de l'urètre, etc. Il y a urétroragie aussi. Donc, une fois que vous avez l'urétroragie, n'oubliez pas, il faut toujours distinguer l'urétroragie de l'hématurie. On l'avait vu dans notre dernier cours. L'hématurie, c'est passage de l'émission de sang pendant la miction, alors que l'urétroragie, vous avez du sang qui passe dans l'urètre. Secondaire à une notion de traumatisme. Il ne faut pas cathétériser parce que vous allez aggraver le traumatisme de l'urètre. Donc ça, ce sont des contre-indications absolues de cathétérisme urétral, de mise en place d'un follet par voie urétrale. Là, on est bien d'accord. Si quelqu'un ne trouve pas ce type de questions à l'examen, alors vous avez 0. Parce que une fois que la pipi sent, une fois qu'on connaît que le bon prostatite aigu, vous ne passez pas votre cathéter. Quelle autre façon qu'on a pour cathétériser, pour évacuer la vessie? Avant de passer à cette autre façon, cette autre méthode, n'oubliez pas aussi que il faut éviter une autre complication du cathétérisme urétral. C'est le syndrome de levée d'obstacle. N'oubliez pas cette personne qui avait le volumineux globe vésical, un volumineux globe vésical qui était douloureux, des fois 1 litre, 800 cc, 1 litre, etc. 2 litres même. Si vous évacuez complètement et rapidement cette quantité de liquide, cette personne peut tomber en choc. Donc pour éviter cela, il faut évacuer par palier de 100 à 200 cc. Vous évacuez 100 cc, vous clampez votre follet. Vous évacuez encore 200 cc, vous clampez, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à une évacuation plus ou moins complète de la vessie, pour éviter le syndrome de levée d'obstacle, là où vous allez avoir une hypotension, des vertiges, etc., et même des nausées. Donc, il faut éviter le syndrome de levée d'obstacle, et ceci, quelle que soit la méthode utilisée pour évacuer la vessie. Notre deuxième méthode, c'est le cathétérisme suspubien. N'oubliez pas, avant de parler du cathétérisme suspubien, vous êtes sur la Trinité Tube Chanel. La Trinité Tube Chanel est faite pour vous et conçue pour vous par l'hôpital de la Sainte Trinité. Donc, vous aurez des cours d'urgence et live. Vous aurez toujours ces cours d'urgence avec vous pour pouvoir bien m'entendre chaque mois et vous serez évalué sur ces cours d'urgence aussi. Le cathétérisme suspubien, c'est notre deuxième technique d'évacuation vésicale, mais c'est lorsqu'il y a une contre-indication. Il y a, premièrement, une contre-indication absolue au cathétérisme urétral. Cette contre-indication absolue peut être soit la prostatite aiguë, soit le traumatisme urétral, ou bien vous avez échoué en passant votre follet. On peut avoir une prostate trop volumineuse, avec un lobe médian. Vous pouvez avoir un rétrécissement urétral, une urétrite, je ne sais pas. Donc, quand vous ne pouvez pas passer, il ne faut pas forcer les choses, il faut laisser tomber pour passer en haut, c'est-à-dire par la voie supubienne. Donc, nous imaginons les choses, donc on laisse maintenant notre pénis en paix, on va dans le ventre. Premièrement, il faut faire l'asepsie. La personne est toujours en décubitus dorsal. Il faut faire l'asepsie. Vous faites une bonne asepsie. Il faut avoir toujours les mêmes équipements, mais il faut être précautionneux. Le globe doit être constitué. On doit avoir un volumineux globe vésical, une voussure hypogastrique comme ça. La personne doit être une parturiente de 3 mois, de 3-4 mois. Donc, un gros volumineux globe vésical. Pourquoi? Vous êtes en sous-péritonéal. La vessie
vide. Quand la vessie est vide, elle est rétropubienne. N'oubliez pas ça, c'est le pubis. Elle est rétropubienne. Mais quand la vessie est pleine, voici, la vessie est gonflée, hein, elle est suprapubienne et elle refoule les anses intestinales vers le haut. Donc, si vous n'avez pas un volumineux globe et que vous allez cathétériser par voie subpubienne, vous risquez de perforer le péritoine ou de perforer une anse intestinale. Vous allez aggraver les choses. Donc, imaginez-vous que vous êtes en province, à Savane-Zombie ou à Cornillon-Grand-Bois, et que vous perforez les intestins de quelqu'un. Donc, vous allez voir, vous serez dans de beaux draps avec le paysan. Maintenant, la dimension qu'il faut prendre, vous avez le pubis. De l'arcade du pubis, il faut compter 2 travers de doigts. 2 travers de doigts, à peu près 4 cm, 2 travers de doigts. Donc, 2 travers de doigts, il y a des gens qui sont beaucoup plus précautionneux qui veulent utiliser seulement 1 travers de doigt. Donc, 2 travers de doigts, c'est bon. À 2 travers de doigts de l'épine du pubis, dans un globe volumineux, donc là, vous allez tomber sur la vessie. Un autre dispositif à utiliser, c'est ce qu'on appelle un cystocate. Le cystocate, il y a 2 types de cystocate. En fait, plusieurs types, mais on va parler de 2 types. Les 2 types de cystocate, c'est que vous pouvez avoir un cystocate autoclavable, stainless. Donc là, c'est à vie. Hein, vous pouvez l'utiliser. Voilà, vous voyez, c'est un cystocathéter. Vous pouvez avoir aussi un cystocate plastique, jetable. Le cystocate plastique jetable, donc une fois que vous l'utilisez, après avoir terminé, vous jetez votre affaire. Maintenant, vous avez votre volumineux globe vésical, vous avez déjà effectué votre asepsie, vous avez votre paire de gants stériles, il faut infiltrer la peau avec la lidocaïne, infiltrer le lait tégument sous la graisse, infiltrer les muscles. Avec une lame de bistouri 15, vous faites une petite incision de 1 cm, de demi centimètre. Et là, vous allez enfoncer votre cystocate. Vous enfoncez votre cystocate, vous avez le mandrin, vous enlevez le mandrin et vous passez le cathéter. Il y a un channel pour passer le cathéter dans la vessie. Une fois que le cathéter pénètre la vessie, l'urine sort. N'oubliez pas, vous étiez en circuit fermé, donc le sac collecteur était raccordé. Et puis là, maintenant, vous enlevez votre dispositif, votre cystocate. Et le tour est joué. Et maintenant, vous gonflez votre ballonnet. Et maintenant, avec 2 points d'arrêt, 2 points de suture, 1, 2, avec du fil chromé ou bien du vicryl, comme vous voulez, que vous faites en attendant que la personne effectue les bilans paracliniques pour pouvoir étudier ou bien trouver les causes de sa rétention aiguë d'urine. Maintenant, les mêmes précautions pour éviter un syndrome de levée d'obstacle, il faut vider la vessie de façon par palier, en escalier, 100, 150, 200 cc, pour ne pas avoir le syndrome de levée d'obstacle. Quelles complications qu'on peut avoir pour finir? C'est l'hématurie à vacuo, par exemple. C'est normal que pendant cette rétention, il y a eu des veines qui étaient très dilatées. Et maintenant, si vous avez effectué une évacuation trop brusque, trop rapide, vous pouvez avoir un éclatement de ces veines et vous donner une hématurie à vacuo. Mais c'est une hématurie qui va passer. Okay? Donc, il faut cathétériser par voie urétrale. Quels sont les avantages et les inconvénients? Par voie urétrale, c'est mieux de cathétériser parce que le cathétérisme, l'évacuation est complète par voie urétrale, mais les risques d'infection sont beaucoup plus élevés et les risques d'accident sont beaucoup plus élevés. C'est pour cela qu'il faut être beaucoup plus précautionneux. Mais par voie vésicale, en CSP, lorsqu'on utilise un cathéter subpubien, un cystocate, mais le cystocate en stainless n'est pas fait pour les internes, c'est pour les spécialistes. Car il y a quand même, tout n'est pas aussi facile chaque jour. Okay? Donc, c'est soit qu'on utilise le cystocate plastique. Les internes peuvent utiliser, quand ils sont en service social aussi, la ponction subpubienne. La ponction subpubienne avec un intracate 14, un intracate 16, toujours un travers ou 2 travers de doigt. Vous ponctionnez le patient et vous accordez votre intracate à
collecteur, un collecteur de sérum, un collecteur de soluté. Vous fixez votre intracate à la peau et vous référez le patient dans un centre d'urologie à l'hôpital de la Sainte Trinité. C'est mieux. Vous voyez? Donc vous fixez votre intracate et vous envoyez. Parce que vous n'allez pas avoir des cystocates en veux-tu, en voilà comme ça. C'est très dangereux pour un interne d'utiliser, inexpérimenté d'utiliser. Donc c'est mieux pour un interne d'utiliser un intracate. Maintenant, les désavantages, c'est que avec l'évacuation vésicale, avec le cathétérisme subpubien, l'évacuation vésicale est incomplète. N'oubliez pas, c'est en déclive lorsque le cathéter est dans la vessie. Si l'urine n'est pas arrivée à un niveau suffisant, satisfaisant, l'urine ne va pas sortir. L'urine va rester au bas-fond de la vessie. Donc, on peut avoir des risques d'infection de la vessie. Ces risques d'infection sont beaucoup plus élevés que lorsque vous avez des cathéters vésicaux, un cathétérisme urétral. Mais les risques d'accident sont moindres. Avec le cathétérisme urétral, les risques d'infection urétrale sont beaucoup plus élevés. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et vous avez le cathétérisme urétral pour pouvoir évacuer la vessie. Mais il y a les contre-indications absolues, à savoir, ces contre-indications-là, c'est la prostatite aiguë, les traumatismes urétraux. Et ce sont des contre-indications absolues. Les avantages du cathétérisme urétral, c'est l'évacuation complète de la vessie. Et le cathétérisme vésical, son avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque de traumatisme. Et c'est son avantage, mais son inconvénient, c'est qu'il ne draine pas trop bien la vessie. Et n'oubliez pas aussi les complications, soit le syndrome de levée d'obstacle, et soit l'hématurie à vacuum. Merci pour votre écoute. Je vous ai dit que ça, c'est un cours d'urgence sur la rétention, la prise en charge de la rétention aiguë d'urine. Et la prochaine fois, on va essayer de faire sur un mannequin et pour pouvoir vous expliquer encore une fois, parce que c'est important pour nous, parce que la majeure partie des traumatismes urétraux est secondaire aux procédures de cathétérisme qui n'ont pas été respectées. Et je vous remercie pour votre écoute, pour votre participation à ce cours. Et la prochaine fois, on va parler de la prise en charge de la colique néphrétique et de la prise en charge du phimosis et du paraphimosis. Et s'il plaît à Dieu, on va utiliser notre mannequin pour le cathétérisme urétral, encore une fois. Donc, n'oubliez pas que vous étiez sur la Trinité Tube Channel. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Et si vous avez une rétention, si vous avez échoué dans le cathétérisme urétral, vous interne, vous faites votre ponction subpubienne et vous référez votre patient à la Trinité Tube Channel, excusez-moi, à l'hôpital de la Sainte Trinité, et vous référez votre patient et pour qu'on puisse prendre en charge ce patient. Je vous laisse à la prochaine pour un autre cours. Abonnez-vous et partagez, likez et laissez vos questions en commentaire parce que à la fin du mois, c'est moi qui va vous poser des questions. Hein? Donc, profitez maintenant pour me poser des questions parce qu'à la fin du mois, et je m'adresse ici aux internes de ce mois, hein, à la fin du mois, c'est moi qui aura l'autorité de vous poser des questions et de vous sanctionner dans ces questions-là si vous ne répondez pas. Vous avez compris? Bye et bon travail.